à tous et à toutes, c'est Myriam pour Les Épreuves Invisibles, un nouveau podcast de Drepacker. Ce podcast est dédié pour les parcours inspirants et les défis quotidiens des personnes qui sont en situation de handicap, que cela soit visible ou invisible. Notre objectif, c'est vraiment de donner la parole à ces personnes, de nous partager leur vécu et leurs expériences et de trouver ensemble des solutions aussi pour faciliter leur vie au travail. Je vais co-animer d'ailleurs ce podcast avec Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour Myriam, je m'appelle Olivier, je suis étudiant en pharmacie et en parallèle je fais un master spécialisé à l'ESCP où on se trouve aujourd'hui. Et je fais partie d'un groupe de 5 étudiants qui, en association avec Drepacker, vont développer ce podcast. Merci. Ce premier podcast, on va discuter d'ailleurs avec notre invité de l'impact de la drépanocytose dans la vie scolaire, universitaire et professionnelle. Graciela, tu nous diras plus en détail de ton vécu avec la maladie. Bonjour Graciela. Bonjour, donc je m'appelle Graciela, je suis drépanocytaire SS et je vais aujourd'hui partager une partie de mon parcours avec la maladie. Merci. Est-ce que tu peux déjà, juste pour commencer, nous expliquer un peu la maladie, faire un rappel aussi pour les personnes aussi qui ne connaissent pas la drépanocytose? D'accord. Alors la drépanocytose est une maladie du sang. C'est lié à un défaut de synthèse de l'hémoglobine. En gros, les globules rouges sont déformés et ça provoque de grosses crises douloureuses et aussi de la fatigue chronique. Et donc au quotidien, dans la vie professionnelle, scolaire, etc., on a à faire face à ce qu'on appelle des crises vaso-occlusives, plus ou moins graves, plus ou moins lourdes, qui peuvent provoquer parfois de grosses périodes d'hospitalisation. D'ailleurs, c'est bien la première maladie génétique en France et au monde, mais malheureusement, elle reste vraiment méconnue. D'où, justement, aujourd'hui, on commence notre premier podcast avec la drépanocytose parce qu'il manque une grande sensibilisation au niveau de la France et aussi mondiale. Oui, malheureusement, c'est censé être une priorité de santé publique, mais il y a elle est très méconnue, il n'y a pas beaucoup de sensibilisation ni d'action faite autour, et c'est pour ça que de mon côté, je parle beaucoup de mon vécu, je partage beaucoup mon vécu en tant que patiente sur les réseaux sociaux pour faire parler, tout simplement faire du bruit autour de cette maladie, qu'on sache ce que c'est et qu'on sache ce que les personnes vivent, parce que c'est un handicap invisible. Quand on me voit ou quand on voit les personnes qui ont la drépanocytose, on ne peut pas imaginer ce qui se cache derrière. Et sinon, on n'exprime pas ça, les gens ne peuvent jamais deviner, jamais comprendre en fait. Moi j'ai une petite question par rapport à ce que tu nous as dit. Tu nous as parlé de la drépanocytose comme une maladie qui provoque des crises occlusives et des douleurs. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ces crises? Qu'est-ce que tu ressens comme douleur et la fréquence de ces crises aussi? Alors la fréquence, c'est très aléatoire. La drépanocytose, on ne peut pas du tout prévoir ni prévenir. En ce moment, ça doit faire à peu près 4 ans que j'ai 1 à 2 hospitalisations par an. Mais il y a des périodes où c'est plus, il y a des périodes où c'est moins. Et toutes les crises ne ramènent pas à l'hôpital. Ça dépend de l'intensité. Voilà, elles ne sont pas toutes de la même intensité. Il y a des crises qui peuvent durer 2 heures. Il y en a qui peuvent durer 2 jours. Il y en a qui peuvent durer 2 semaines. Il y en a qui peuvent être très fortes et partir d'un coup. Il y en a qui peuvent être très fortes pendant 2 mois. C'est vraiment très aléatoire. Et les crises, ça se situe généralement au niveau des articulations ou au niveau des membres. Ça va être les bras, les épaules, les jambes, des choses comme ça. Après, il peut y avoir des complications aussi avec la drépanocytose, donc en plus des crises. Et la douleur, en fait, ça dépend. Des fois, il y a des crises, tu as l'impression que tu reçois des coups de couteau. Ou il y a des crises, par exemple, ça m'arrive moins maintenant, mais la pluie, souvent, ça peut provoquer des crises. Et tu te retrouves sous la pluie et chaque goutte d'eau qui rentre en contact avec ta peau, tu as l'impression que c'est un coup de couteau. Il y a des crises, tu as l'impression qu'on est en train de te marteler les os. Ça, c'est un patient qui avait fait une interview et j'avais beaucoup aimé ce qu'il a dit parce que je me suis énormément reconnue dedans. C'est que tu as l'impression, en fait, on te casse tes os et chaque fragment, on vient encore les briser avec un gros coup de marteau. C'est vraiment c'est très aléatoire. Et ça peut être partout, n'importe quand, n'importe où. La première et la terminale, c'est quand tu as passé ton bac. Ouais.
Est-ce que ça a été compliqué pour toi entre gérer ta maladie et gérer les épreuves du baccalauréat? Ouais, c'était très très compliqué. Parce que depuis, en première, en fait, j'ai commencé à avoir des transfusions toutes les 6 semaines. Donc toutes les 6 semaines d'office, j'avais une journée d'hospitalisation où je me faisais transfuser. Et c'est quelque chose que j'ai très mal vécu, en fait, les transfusions. Et j'avais le début de mon ostéonécrose et j'avais plein de complications. Je faisais tout le temps des crises, j'avais plein de complications. J'avais de grosses hospitalisations aussi, des hospitalisations régulières. Mais moi, je voulais à tout prix, je voulais passer mon bac comme tout le monde, déjà dans les temps. Ah oui. Et en fait, quand j'avais 9 ans, j'étais partie, donc c'était la première fois que j'allais dans ma colonie pour enfants malades. Et c'était une session spéciale drépanocytaire. Et donc, on nous avait expliqué de A à Z avec des experts, des médecins spécialistes, etc., notre maladie. Et on nous avait un peu condamnés en nous disant, en fait, vous, votre maladie, c'est ça. Et vous êtes condamnés à être hospitalisés tout le temps. Vous ne pourrez pas faire grand-chose dans la vie. Et moi, j'avais mis un point d'honneur à réussir mes études sans redoubler jusqu'au bac. Donc, malgré le fait qu'il y a des années, je passais plus de temps à l'hôpital qu'à l'école, mais j'ai jamais redoublé. J'ai toujours fait l'effort de m'en sortir en fait scolairement. Et là arrivent les années bac et c'est super compliqué, mais j'étais quand même déterminée à tenir mon objectif, à avoir mon bac en une fois du premier coup sans redoubler. Mais j'avais beaucoup d'aménagements d'emploi du temps. Par exemple, quand les autres commençaient tôt, moi je commençais un petit peu plus tard. Quand les autres finissaient tard, je finissais un petit peu plus tôt. Je pouvais passer mes contrôles en décalé. J'avais des cours en moins, les cours optionnels, par exemple la LV2. Je l'avais en moins, j'avais beaucoup d'aménagements, quoi. Et malgré ça, j'étais quand même souvent hospitalisée, mais même à l'hôpital, alors que j'étais sous morphine, je me rappelle, je faisais en sorte de réviser mes épreuves du bac avec les profs de l'hôpital, alors que j'étais complètement shootée, quoi. Et quelques mois avant le bac, il me semble que c'était en avril, et le bac c'est en juin, j'avais une complication, et en fait, on m'a diagnostiqué un cancer du sein. Et déjà, de base, le corps enseignant, donc les CPE, le médecin scolaire et l'infirmière, m'avaient proposé, avant déjà qu'on me diagnostique mon cancer, que je passe mes épreuves en 2 fois. Une partie en juin avec tout le monde et une autre partie en septembre. Pas en rattrapage, mais en gros, je pouvais pas... J'ai pas la santé, tout simplement, de faire les épreuves toute la semaine. Tu n'étais pas en état de te faire tout un Oui, voilà, je ne suis pas en état de faire tout d'un coup. Et moi, au début, je voulais rien savoir. Je me rappelle, je criais à mon CPE, au médecin, à l'infirmière, c'est pas parce que je suis malade que je suis bête, que je peux pas faire comme tout le monde, que je peux pas passer mon bac comme tout le monde. Je voulais vraiment prouver que malgré la maladie, j'étais capable. Mais malheureusement, la maladie m'a rattrapée et quand j'ai eu le cancer, c'était hors de question en fait de passer mon bac en one shot comme tout le monde. Là, j'ai accepté de le faire donc en 2 fois et encore mes médecins qui me suivaient par rapport au cancer. Ils m'ont dit d'annuler en tout cas la partie de juin parce qu'on ne savait pas si j'allais être en chimio, si j'allais être en train de me faire opérer. Enfin, on ne savait pas du tout où est-ce que j'allais en être pendant que les autres étaient en train de composer le bac. Mais j'étais déterminée. J'ai dit non, je vais passer mon bac malgré ça. Et je me souviens, ma première épreuve, donc le premier jour, je suis partie passer ma première épreuve avec... c'était quelques jours après une biopsie. Et j'avais 2 grands pansements compressifs qui traversaient tout le haut de mon corps. Mais je voulais faire mes épreuves normalement, contre l'avis des médecins. Et du coup, tu as continué dans une formation d'infirmière. Est-ce que tu as fait quelque chose d'autre? J'ai commencé, donc après mon bac, j'ai fait une prépa infirmière avec une licence dans la continuité de ce que je faisais. Je faisais sciences sanitaires et sociales. Mais on m'avait diagnostiqué mon cancer en terminale et j'ai eu ma première opération donc, pendant les vacances, donc entre ma terminale et ma première année de prépa et de licence. Et en fait, quand j'avais que la drépanocytose, là j'étais encore déterminée à être infirmière. Mais avec ce que j'ai vécu avec le cancer, les opérations, le diagnostic, etc., c'était vraiment... très compliqué et très violent ce que j'avais. J'avais 9 tumeurs. Donc le diagnostic, les opérations, c'était horrible, clairement. C'était traumatisant comme période. Et suite à ça... Surtout, tu étais jeune.
Ouais, Tu avais c'est 18 ça. ans. C'est ça. Et en plus, un cancer féminin. J'étais, comme je dis quand j'en témoigne, j'étais pas encore une femme, qu'on m'a diagnostiqué une maladie de femme, enfin, bref. Donc ça m'a traumatisée. Et j'ai été traumatisée de l'hôpital à partir de là. Et c'est à partir de là que je voulais plus faire infirmière et que je savais plus ce que je voulais faire. Mais j'étais traumatisée d'aller à l'hôpital. Alors qu'avant, ça allait. Du coup, tu as commencé directement à travailler après ton... Oui, j'ai eu mon premier job à ce moment-là. Mais à cause de ma santé, j'ai pas tenu. J'ai pas pu faire long feu. Ensuite, j'ai cherché à faire une formation, mais j'étais aussi très souvent malade, j'étais découragée. Après, j'ai eu de longues périodes de chômage, de RSA, des périodes où j'essayais de trouver un travail, je travaille quelques mois. J'ai jamais tenu un job plus de 2 ans, il me semble. Ça a Je pense toujours que été... c'est dû à quoi? C'est dû que, enfin, c'était compliqué à cause de la drépanocytose et des crises. C'est que, en fait, les employeurs, ils n'ont pas mis, par exemple, d'aménagement, que ça soit plus adapté à ton état. C'est dû à quoi, en fait? Déjà, j'avais pas de qualification. Vu que j'ai arrêté mes études, j'ai pas de diplôme, j'ai pas de qualification, donc ça allait être des petits jobs. Mais j'aimais travailler avec les enfants. Et j'ai travaillé dans l'animation, sauf que c'est pas hyper physique, mais pour moi, ça l'est. Et surtout, le truc de 5 jours par semaine, c'est très compliqué. Ou même, par exemple, le premier job que j'ai eu, j'étais animatrice périscolaire. Et quand il fallait faire les 2 semaines de vacances, j'étais au bout. La 2e semaine, je finissais pas, j'allais plus. Ce job, j'ai lâché... en plein milieu comme ça, juste parce que c'était très lourd, mais j'aimais beaucoup travailler avec les enfants. C'est juste que physiquement, le physique ne suivait pas. Et trouver un job où j'allais pouvoir être assise, être tranquille, etc., je me disais, j'ai pas de qualification. Jusqu'à il y a quelques années, j'ai eu une connaissance qui m'a pistonnée dans un job pour être hôtesse d'accueil. Je suis actuellement hôtesse d'accueil. Là, je me disais, ça va aller, je peux m'asseoir, je peux être tranquille, etc. Mais même là encore, les complications, les hospitalisations sont intervenues. Donc à chaque fois, vraiment, c'est ça. Je pense que je vais tenir, mais je ne tiens pas dans la durée physiquement, quoi. Est-ce que dans les phases de recrutement, c'est quelque chose... Est-ce que tu parles de ta maladie directement au recruteur et tes futurs managers ou pas du tout? Tu restes plus discrète et tu attends le bon moment pour en parler? Alors, une fois, j'avais fait une réunion avec Pôle emploi et des personnes handicapées parce que du coup, j'ai un statut, j'ai une RQTH, c'est une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Et j'avais fait une réunion de Pôle emploi et on nous avait dit qu'on n'était pas obligé de déclarer notre statut dès le début. On en faisait ce qu'on voulait, quoi. On déclare quand on veut et si on veut. Et donc, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, je ne suis pas obligée parce que j'avais peur de faire face à de la discrimination. Je ne savais pas encore à l'époque que c'était aussi un avantage en fait pour les entreprises de recruter des personnes handicapées parce qu'elles ont un quota à respecter. Et j'avais vraiment peur de me faire discriminer parce que je savais, de par mon expérience, que c'était compliqué pour moi de tenir physiquement dans un travail. Donc, j'en parle pas au début, j'en parle quand c'est nécessaire. La première fois que j'ai eu à le déclarer, mon 2e job, c'est quand on m'a dit qu'il y avait une visite médicale. J'ai paniqué et j'ai dit à mon responsable que en fait moi j'ai une maladie qui fait que je suis considérée comme une personne handicapée. Et il dit d'accord, mais c'est pas grave, va voir avec le médecin, partage-le avec le médecin tout simplement, mais ça va aller. Et donc quand j'ai la visite médicale, je fais part de ma RQTH au médecin et là ensuite il le déclare à mon employeur, mais ils ont été très avenants. Ça s'est très bien passé, j'avais peur pour rien. Mais voilà. Ça fait qu'on a pu mettre en place certains aménagements quand j'en avais besoin. Je pouvais dire non à des tâches qui étaient trop contraignantes pour moi. Je pouvais... et mon responsable, mon manager, en fait, on avait le même âge et on avait développé une relation amicale. Ça fait que c'était grave cool de... par exemple, pour mon emploi du temps, je choisissais un petit peu mes jours, mes heures, etc. comme je voulais et ils me laissaient faire. Les autres, ils ne comprenaient pas tout parce qu'ils n'avaient pas toute l'amplitude. Il me semble que je ne le disais pas, je ne partageais pas que j'étais malade ou alors j'en parlais pas énormément
Mais du coup, des fois, il peut faire des remarques, mais elle est grave à l'aise, elle choisit son emploi du temps comme elle veut et tout. Mais c'était pas méchant, mais c'est parce qu'il connaissait pas l'ampleur du truc. Mais avec mon manager et le RH, etc., bah, on savait un peu ce qui se passait et c'était tranquille, quoi. Et par rapport aux remarques de tes collègues, si tu expliques pas ta maladie, ou quand tu l'expliques, est-ce que tu as des petites remarques comme ça qui arrivent de temps en temps? Quand j'explique bien, non. Après, ça dépend. Je fais en sorte d'être discrète, de pas trop me montrer, de pas trop en parler. Mais après, comme je dis, bah, quand je suis absente, on me demande t'es où, je suis obligée de dire. Enfin, je suis pas obligée, mais voilà, des fois, je partage que je suis à l'hôpital, des choses comme ça. Généralement, en grandissant, les gens sont plus avenants. C'est quand on est plus jeune un peu que ça peut être compliqué. Les gens sont plus avenants. Après, et avant, j'étais très complexée. Ça fait pas longtemps que j'en parle ouvertement, que j'ose par exemple faire ce que je fais aujourd'hui. Avant, c'était hors de question. Donc avant, je partageais pas énormément. C'est vraiment au fil du temps. J'avais juste en fait, vu que tu as des complications de la drépanocytose, la drépanocytose qu'on ne cesse pas de répéter, c'est une maladie de douleur. Quand tu es au travail, est-ce que ça t'a déjà arrivé d'avoir une crise ou bien des douleurs que en fait tu te réveilles le matin, tu es déjà douloureuse, mais tu décides quand même d'aller au travail et de gérer ça comme tu peux? Ouais, plusieurs fois. En fait, je suis dans une optique où tant que je peux me lever, malgré la douleur, c'est que je peux y aller, donc j'y vais. Après, il y a des fois où je peux vraiment pas me lever. Soit je reste à la maison, soit j'appelle une ambulance, ça dépend. Mais des fois, oui, je vais au travail malgré la douleur. Dans un de mes anciens jobs, je me souviens, j'étais partie en salle de pause pendant genre 2 heures en train de savoir comment j'allais m'en sortir avec cette douleur. Des fois, je devais faire des tours de site. Je fais mon travail en étant super douloureuse et je suis là, mais j'ai super mal. Comment je vais faire? Je suis dans la salle de pause, je me dis, est-ce qu'on appelle les pompiers? Est-ce que tu as vraiment envie là qu'on appelle les pompiers? En plus, j'étais au sous-sol et je me disais, mais ça va faire tout un... Il y a les pompiers qui vont arriver, ils vont devoir venir me chercher, brancard, etc. Tout le monde va savoir que c'est à cause de moi et tout. Et j'essaye de dealer en me disant, non, tiens le coup, tiens le coup, tiens le coup. T'as pas besoin de faire un scandale, en gros, pour que les pompiers viennent te chercher. Et par rapport à tes hospitalisations, comment tu gères ça avec ta vie au travail? Comment tes managers ils voient ça et comment tu essaies de un peu le justifier par rapport au fait que tu puisses manquer plusieurs jours de travail? Après, à partir du moment où je fais valoir ma RQTH, je me dis qu'ils comprennent, et puis s'ils comprennent pas, c'est leurs affaires. Mais théoriquement, tu reçois un papier qui dit que l'un de tes employés a des soucis de santé et est reconnu comme une personne handicapée. Tu comprends qu'il y a des contraintes derrière, il y a des rendez-vous à l'hôpital, il y a des hospitalisations. Donc à partir du moment où je monte ma RQTH, je me soucie pas trop de comment ils le perçoivent derrière, comment ils le prennent derrière. Après, ça peut être compliqué parce qu'il faut justifier constamment les absences. Et généralement, quand je me fais hospitaliser, ça va être... avant, ça pouvait être 1 semaine, 5 jours. Depuis récemment, les dernières années, c'était 10 jours, 11 jours. Et là, au mois de mai, il y a quelques mois, j'ai été hospitalisée pendant 33 jours. Et soit salarié en période de travail et justifie que tu es absent pendant 33 jours. En fait, c'est compliqué parce que quand tu rentres à l'hôpital, tu ne sais pas tu es là pour combien de temps. Je ne m'attendais pas du tout à... La dernière fois que j'ai fait 1 mois à l'hôpital, j'avais 6 ans, j'avais 9 ans, enfin j'étais toute petite. Ça faisait très très longtemps que je n'avais pas été hospitalisée aussi longtemps. Et en fait, tu ne peux pas prévoir. Tu ne sais pas tu es là pour combien de temps. Je ne m'attendais absolument pas à faire 1 mois à l'hôpital, quoi. Et c'est relou à justifier tout le temps. Et on t'envoie des mails, on t'envoie des messages. Tu reviens quand? J'en sais rien. Je suis en réanimation, je suis en hospitalisation, je ne sais pas. Mais tu es quand même obligé de répondre à tes employeurs, quoi. Même en leur expliquant que tu es en réanimation, tu es à l'hôpital, ils continuent à t'envoyer des mails. Ouais, des au SMS bout pour de savoir quelques jours, parce que tu reviens quand. Après, d'un côté, c'est normal, parce qu'eux, ils doivent organiser leur planning. Mais de ton côté à toi, t'en sais rien. Tu sais pas. Mais tu es obligé de... Tu justifies pour un moment, on te demande tu reviens quand, tu dis je sais pas ce qui se passe, il y a telle complication, j'ai dû retourner en réa, j'ai dû faire ceci, enfin, tu sais pas et tu es obligé quand même de répondre quand on t'envoie des mails.
et tu essayes de justifier pour le plus longtemps possible, mais tu dis que là, je sais pas. Mais ça se passe mieux quand, par exemple, le manager ou l'employeur, il est plus sensible au sujet de l'handicap en entreprise ou c'est vraiment... Pas forcément. Par exemple, là, l'entreprise où je suis actuellement, ils ont un pôle personnes handicapées, mais ils m'ont jamais calculé. J'ai eu besoin d'un reclassement, enfin, j'ai eu plein de soucis suite à des complications et des hospitalisations. J'ai fait appel à eux plusieurs fois. J'ai été voir la médecine du travail plusieurs fois. La médecine du travail les a contactés, mais ils m'ont jamais fait de retour. Quand j'ai eu mon reclassement, etc., c'était avec les personnes des RH, mais même pas les personnes du pôle handicapé, alors qu'il y en a un. Mais ils m'ont... Juste la seule chose qui mettait en place, c'est quand tu as une RQTH, on te donne des demi-journées où tu es payé en gros, mais pour tes rendez-vous médicaux, je crois que tu as 6 demi-journées par an où tu peux déclarer des absences, mais être quand même rémunéré pour faire tes rendez-vous médicaux. C'est la seule chose que j'ai eue. Sinon, sans plus. Et l'une de mes managers directs, elle m'a demandé un peu ce que j'avais suite à mon hospitalisation. Elle voulait un peu comprendre. Je lui ai expliqué brièvement, mais elle ne connaissait pas du tout. Et quand tu as une maladie chronique, en fait, tu es malade tout le temps. Et souvent, les gens qui ne savent pas ce qu'est une maladie chronique ou l'impact, ils vont demander, mais du coup, ça va aller mieux? En ce moment, c'est comment? Ton traitement, il est efficace? En fait, tu as des questions qui ne correspondent pas en fait, à la maladie chronique, mais les gens ne savent pas. Et donc, tu essayes un peu de leur expliquer ou tu leur dis, c'est compliqué à gérer, tu essayes de leur répondre au mieux. Mais dans ta tête, tu dis, mais non, vous n'y êtes pas, vous n'avez pas compris. Mais est-ce que tu penses que c'est pas un peu à cause de ça qu'ils t'ont pas pris au sérieux pour le pôle handicapé, qui connaissaient pas trop la drépanocytose? Peut-être, mais après je me dis à partir du moment où j'ai une reconnaissance reconnue par l'État, parce qu'en fait c'est donné par la MDPH, qui est le service de l'État qui s'occupe des personnes handicapées, donc la maison départementale des personnes handicapées. C'est quelque chose, ça vient pas d'un endroit privé, voilà, c'est quelque chose d'officiel. Donc, que vous connaissiez ou pas la maladie, si j'ai un truc officiel de l'État qui vous dit que j'ai besoin d'être qualifié comme travailleur handicapé, vous prenez en compte l'handicap, que vous connaissiez ou pas, que vous sachiez la maladie ou pas. Mais moi, j'ai juste une question depuis que tu parles depuis tout à l'heure. En fait, comment tu fais pour gérer ta vie personnelle et en fait, ta vie personnelle, ta vie professionnelle et tout ce qui est en relation avec la DREPA, c'est-à-dire tous les rendez-vous médicaux, les traitements, tu dis que tu fais les transfusions, du coup, il faut aussi consacrer le temps pour aller à l'hôpital, faire les transfusions, c'est toute une après-midi, toute une matinée, ça prend du temps. Comment tu fais? Parce que 24 heures, je pense que c'est pas suffisant pour toi. Hein. Ouais. Là, Dieu merci, les transfusions, je les ai plus. Je les ai eues de mes 16 ans à mes 19 ans. Depuis, c'est périodique, c'est quand je me fais hospitaliser, quand j'en ai besoin. Sinon, franchement, c'est impossible. Je sais que 35 heures, je ne peux pas. Et j'ai toujours fait en sorte du coup de trouver des mi-temps. Mais par exemple, le poste où j'étais un petit peu ce que je viens de vous raconter avec ma manager, etc. Avant d'avoir mon reclassement il y a quelques mois, j'étais en 27h30. Et pour moi, je me disais, c'est bon. Je vais tenir. J'ai trouvé le job où je vais pouvoir rester longtemps, le temps d'accomplir mes projets à côté, je vais pouvoir gérer, etc. J'ai pas tenu plus de 6 mois. C'était un 27 heures. Enfin, même moi, je me pensais capable, mais malheureusement, je ne l'ai pas été. Et pendant cette période-là, je peux rien faire à côté. Faire les courses, c'est un calvaire. Avoir une vie sociale à côté, c'est un calvaire. Et pourtant, c'est un gros mi-temps quand même. C'est moins de 30 heures. Mais non, il y a pas l'endurance. Et j'ai eu une grosse hospitalisation qui a dû changer beaucoup de choses, qui a fait que j'ai dû avoir un reclassement. Après ça, j'ai changé d'entreprise, je me suis rapprochée de chez moi parce que aussi le problème avec ce poste-là, c'est que c'est à 1h30 de chez moi. Et donc, il faut prendre en considération les transports, il faut prendre en considération le déplacement, etc. Enfin, beaucoup de choses. Donc, c'était très compliqué. Et pendant les 6 mois où j'ai été là, j'avais quasiment pas de vie à côté. Et tout ce qu'il fallait faire à côté, c'était un calvaire.
Rien que pour les courses, par exemple, j'ai un supermarché à 10 minutes à pied de chez moi, 5 minutes en bus. Mais plusieurs fois en faisant mes courses, j'ai fait un malaise. J'ai dû me retrouver assise à côté du vigile qui me rapporte de l'eau à 2 doigts d'appeler les pompiers, etc. Alors que le truc, il est à 10 minutes à pied de chez moi. Donc tout est très compliqué. Et maintenant, faut connaître son corps et connaître ses limites. Et c'est comme ça que tu apprends tes limites. C'est quand tu finis, tu penses que tu peux tenir, mais tu ne peux pas. Tu finis avec une grosse hospitalisation qui change plein de choses. Voilà, en fait, tu apprends constamment à t'adapter. Quand la maladie t'a stoppé, tu apprends à connaître tes limites, mais c'est très compliqué d'avoir un rythme de vie, de pouvoir tenir ses projets. Et en plus, moi, je suis auto-entrepreneur depuis quelques temps. Je veux développer mon projet à côté. C'est trop bien. C'est très compliqué en fait parce que la santé ne suit pas derrière et tu ne peux pas tout simplement. Des fois, Il faut trouver son rythme en fait. Ouais, voilà. Faut trouver son rythme. Il faut trouver sa voie aussi. Si l'entrepreneuriat, c'est ce qui te correspond le plus, tu as l'envie, au-delà de la maladie, de la dépendance, tu as envie aussi tu te projettes en tant qu'entrepreneur. Faut foncer, je dirais. Hein. Ouais, mais malheureusement, le corps, il ne suit pas toujours derrière. Oui, faut les hospitalisations, faut écouter. Des fois, tu peux pas. Et tu acceptes que tu peux pas et tu fais avec. Après, l'entrepreneuriat, pour toi, ça peut être un calendrier un peu plus malléable que des heures de travail plus fixes. Exactement. Et je ne sais pas ce que ton entreprise fait, mais j'imagine que c'est quelque chose que tu aimes bien pour avoir commencé l'entrepreneuriat. Oui, je développe une marque de cosmétiques naturels où je donne des conseils, je fais des vidéos, j'écris des livres pour donner des conseils sur les cheveux afro. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est quelque chose qui me passionne, sauf que c'est très 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 compliqué. Souvent je dis mais qu'est-ce qui m'a pris de me lancer dans ça? Qui m'a envoyé? Parce que avec la maladie, c'est imprévisible. En fait, tu peux rien prévoir à l'avance. Des fois, tu as des rendez-vous professionnels, mais tu es hospitalisé. On t'appelle, oui, tu dois faire ça, tu avais prévu de faire ça, on avait tel rendez-vous. Ok, mais là, je suis hospitalisée. Ou même toi, la manière de planifier. En fait, avec la maladie, tout est chamboulé en permanence et tu dois te réajuster en permanence. Mais oui, l'idéal pour moi, ça serait de vivre de ça parce que là, du coup, je peux gérer mon emploi du temps. J'ai compris, donc, avec mes expériences professionnelles, que c'était impossible pour moi de travailler à plein temps et même à mi-temps. En fait, de me lever tous les jours, du lundi au vendredi, de me rendre à un endroit, de m'asseoir, de prendre les transports, de faire ceci, cela. J'ai compris que pour moi, c'était impossible. Je ne peux pas travailler tous les jours, je ne peux pas me lever tous les jours. Mais même dans le peu, même si je travaille 3-4 jours par semaine, même là, en fait, la maladie va toujours intervenir. Même si j'ai pas beaucoup d'heures, même si j'ai des gros mi-temps, je vais toujours avoir beaucoup d'absence. Je vais toujours avoir beaucoup d'arrêts maladie. Et l'entrepreneuriat, pour moi, c'est l'idéal parce que je travaille de chez moi et parce que je peux mieux gérer. En fait, ça dépend que de moi. Est-ce que tu auras un petit mot à dire aux personnes drépanocytaires ou des personnes qui souffrent d'un handicap dans le monde du travail et aussi un petit mot à dire aux employeurs? Oui, alors pour les personnes malades, vous avez des droits, sachez-le, rapprochez-vous de la MDPH, cherchez à avoir votre RQTH, même si vous ne le faites pas jouer, mais c'est toujours bien de l'avoir dans son sac. Et si c'est compliqué, en fait, on a des droits, en gros. Ça peut être compliqué de les trouver. Ça peut être compliqué d'arriver devant des personnes qui vont vraiment vous considérer, vraiment vous accompagner. Mais faites-le. Rapprochez-vous de la médecine du travail. Vous tomberez à un moment ou à un autre sur des personnes bienveillantes qui veilleront à vous accompagner correctement. Mais rapprochez-vous vraiment des structures qui sont là, qui sont faites pour nous. Cherchez à avoir vos droits auprès de la MDPH, tous les droits, que ce soit la carte. Même si on ne vous comprend pas, même si on ne connaît pas votre maladie, il y a toujours une solution quelque part et faites en sorte de les trouver, mais ne restez pas à subir votre douleur dans votre coin, à galérer tout simplement dans votre coin alors que votre maladie est reconnue et vous avez un statut et c'est pas pour rien et il y a des portes à pousser en fait pour être mieux, pour être plus confortable dans le monde du travail. Et pour les employeurs, sachez que déjà 80% des handicaps sont des handicaps invisibles. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde doit savoir. Vous pouvez avoir en face de vous une personne
vous vous dites, mais jamais de la vie, cette personne-là, elle est malade, jamais elle a de gros soucis de santé. Mais quand vous savez que vous avez une personne avec une RQTH face à vous, faites en sorte d'être bienveillant, d'être avenant et de comprendre que vous ne connaissez pas et vous pouvez être dépassé par la situation, mais faites confiance à la personne en face de vous. Si elle a une reconnaissance officielle d'un département de l'État, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas pour jouir bêtement de privilèges ou quoi, mais c'est parce que physiquement, elle en a besoin, même si ça ne se voit pas. D'accord. Franchement, très très bien. Je trouve qu'il n'y a pas mieux que ce message, que les personnes qui sont en situation de handicap, elles ont des droits de se renseigner, qui ne restent pas dans leur coin, ils ne sont pas seuls. Et pour les employeurs, tu as bien utilisé le mot d'être bienveillant. D'abord, être bienveillant et d'essayer aussi de sensibiliser sur les différents handicaps, les handicaps invisibles ou invisibles au final, parce que les épreuves, ça change d'une personne à une autre. Je pense qu'on touche à la fin du podcast. Merci énormément, Graciela. Merci d'avoir accepté de partager ton quotidien, de répondre aussi à nos questions, de mettre aussi la lumière sur l'impact de la drépanocytose dans le monde du travail, sur la vie scolaire, universitaire et professionnelle. Pour les personnes qui sont intéressées aussi de contacter Graciela, on peut te contacter où Alors, je fais de la sensibilisation sur les réseaux autour de la drépanocytose. Donc, vous pouvez me suivre sur ma chaîne YouTube, Talk with Graciela, sur TikTok et Instagram. C'est Graciela, pareil, je vous le donnerai. Et graciela.mpg, pardon. Et voilà, je parle souvent autour de la drépanocytose. Je partage mon quotidien quand je suis à l'hôpital ou pas, un petit peu ce qui se passe autour et autour de ma marque, un peu, comment je fonctionne, ce que je fais, etc. Je partage un petit peu tout ça sur les réseaux. Très bien. Je voulais te remercier pour ton intervention et j'espère que ça va inspirer beaucoup de gens, que ce soit des employeurs ou des personnes souffrant de différentes maladies. Merci, avec plaisir. Et pour le prochain podcast, ça sera sur l'endométriose. On se donne rendez-vous au prochain podcast. Et en attendant, de nous suivre sur les différents réseaux. Olivier, t'es d'accord ? Je suis complètement d'accord avec ça. Voilà, de nous suivre sur les différents canaux de diffusion du podcast, que ce soit YouTube, Spotify et autres. De toute façon, on va mettre sur Instagram le post. Et puis, à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.